Alors bonsoir à tous et puis merci beaucoup d'être venus pour la projection de ce film. Donc Blade Runner, c'est un film qui est sorti en 82, qui a été réalisé, donc on l'a vu, par Ridley Scott. Dans le film, on voit donc la ville de Los Angeles en 2019. Et le film est lui adapté d'un roman, le roman qui s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques par Philip K. Dick. Oui, n'hésitez pas à vous rapprocher. On mord pas, enfin lui si. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques par Philip K. Dick, qui lui montre la ville de San Francisco en 1992. Donc l'un est un roman d'anticipation qui se projette 30 ans en avant, l'autre est un film d'anticipation qui se projette presque 40 ans en avant. Le petit truc intéressant, c'est qu'on a vu le méchant Roy Batty, celui qui lance la colombe à la fin. Dans le film, on apprend que les réplicants vivent 4 ans. On est en 2019, il est vers la fin de sa vie, puisqu'il meurt, on va dire, de mort naturelle pour un répliquant à la fin, et donc il était conçu le 8 janvier 2016, on va dire dans l'histoire du film, c'est-à-dire il y a à peu près 30 jours, enfin même moins de 30 jours. Donc c'est assez marrant de voir quand la fiction rencontre la réalité, et donc du coup c'est un peu autour de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Comment on peut contextualiser un film comme ça, donc lors de son écriture, lors de sa sortie en salle, et puis aujourd'hui en quoi il peut être encore pertinent à l'heure actuelle. Donc on va toucher juste 2 petits mots avant de commencer sur l'auteur, Philip K. Dick. Philip K. Dick, c'est un auteur qui a été maintes fois adapté au cinéma avec Total Recall, Minority Report, Blade Runner, maintenant à la télévision avec Le Maître du Haut Château. Il a souvent été qualifié de maître des illusions, donc on reviendra peut-être là-dessus ensuite, mais on va comprendre pourquoi. Et Ridley Scott, de son côté, est également un maître dans le domaine de l'illusion, puisque c'est un spécialiste de la création d'univers, que ce soit avec son deuxième film, Alien, le 8e passager, qui recrée un univers complet, celui du vaisseau et de la découverte de l'espace, et donc avec Blade Runner, avec Gladiator et avec tant d'autres, et le dernier en date étant Seul sur Mars, qui est sorti l'an dernier, et qui produit un univers martien comme on en a encore jamais vu. Donc ces deux artistes, que ce soit à la fois l'auteur ou le réalisateur, nous présentent tous les deux un monde qui est donc une vision qu'ils ont eux de notre société. Et donc on va essayer de voir comment, à travers ces deux visions, c'est-à-dire le livre et le film, on peut interroger le monde qui est autour de nous, le comprendre, et comment en fait les deux nous proposent chacun une quête de l'identité de l'être humain et de l'identité de l'individu. Tu vas peut-être rajouter un petit mot sur le contexte, Raphaël ? Non, mais quand on viendra sur Ridley Scott, on va en parler. Ridley Scott. Oui, pas trop. Mais là, je vais rebondir à ce moment-là. Vas-y. Ok. Donc, interroger le monde autour de nous. Pour interroger le monde autour de nous, on voit que directement dans l'entrée du film, on a un plan qui est très 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 long sur l'arrivée, on va dire, d'une aéronef dans la ville, avec donc toutes ces lumières, toutes ces publicités. Et une des premières choses qu'on comprend dans le film, c'est l'omniprésence de la publicité, de la société de consommation et plus globalement de l'économie en fait. Avec la publicité, on repère des publicités pour Budweiser, pour Coca-Cola, d'autres pour des vêtements, pour des marques d'électronique. Et donc cette omniprésence du système en fait qui est autour de l'individu, on voit et c'est appuyé beaucoup par la musique de Vangelis, qu'elle écrase les individus qui se retrouvent dans un univers qu'ils ne comprennent plus, qui les dépasse. On voit que au début du film, Rick Deckard, donc interprété par Harrison Ford, ne veut pas se lancer dans l'aventure qu'on lui propose, c'est-à-dire retirer un certain nombre d'androïdes. Et pourquoi il veut pas? Parce qu'il a l'impression, et on le découvre au long du film, de n'avoir prise sur rien en fait. Quand il veut arrêter, on lui jette son pistolet, on lui dit vas-y continue. C'est par cette chape oppressante sur le film
sur le film, pardon, sur les personnages, les deux auteurs, que ce soit à la fois dans le roman et dans le film, nous amènent à nous questionner sur la place qu'on a nous en tant qu'individus dans un monde en fait qui peut très bien se passer de nous et fonctionner sans nous. On voit que le travail de Descartes, donc de l'inspecteur Harrison Ford, devient lui un asservissement. On voit qu'il y a le discours avec l'androïde qui lui dit à la fin tu vois ce que ça fait d'être un esclave. Et c'est pour ça qu'à la toute fin du film, Harrison Ford essaye de se soustraire à cela en essayant de faire échapper l'androïde qu'il aime. Et donc il y a cette peur qui est intégralement présente dans le film, qui est la peur de la fin en fait. Les androïdes ont peur de mourir et les humains ont peur de ne plus exister en ne servant à rien. On voit à quel point le technicien, le biogénéticien est manipulable facilement parce qu'il ne sert à rien dans la vie de tous les jours. Il vit tout seul dans un grand immeuble vide. Et quand on lui apporte un petit peu d'attention, il n'a même pas le réflexe de signaler deux fugitifs aux forces de l'ordre. Tout ce qu'il veut faire, c'est se rendre utile et servir à quelque chose. Et là, on touche à quelque chose, on va dire, qui est fondamental dans la vision du monde de Ridley Scott et dans la vision du monde de Philip K. Dick, qui est justement cette place de l'individu et comment la retrouver. Quand t'arriveras à Ridley Scott? Quand j'arriverai à Ridley Scott, du coup. Et ben justement, Ridley Scott et Philip K. Dick, ils nous proposent, on l'a vu au tout début, ils nous proposent chacun une vision de la réalité. Que ce soit l'un comme l'autre, en fait, ils ne nous proposent pas une réalité toute faite, comme on a l'habitude parfois au cinéma ou dans les romans. On nous dit pas la réalité c'est comme ça. On nous propose une image de la réalité, et cette réalité, elle est intégralement remise en cause au fur et à mesure du film ou de l'ouvrage. Est-ce que ce qu'on voit, ce qu'on comprend, ce qu'on perçoit, est-ce que c'est le réel ou est-ce que c'est une image du réel qui nous parvient à travers des filtres que l'on ne maîtrise pas? Et donc tout ça, c'est un jeu auquel Philip K. Dick, donc on a vu appelé souvent Maître des illusions, c'est un jeu auquel il se livre très régulièrement. Quant à Ridley Scott, c'est un jeu auquel il se livre ici pour la seconde fois. Déjà dans le 8e passager, dans Alien, il y avait toute une réflexion autour de cette méga corporation qui envoie des hommes et des femmes dans l'espace pour étudier un phénomène dont personne ne comprend rien, qui est potentiellement dangereux, mais on ne le dit pas. Les gens qui partent pour cette mission scientifique perçoivent une réalité qu'on leur donne, le spectateur en perçoit une autre, et en fait c'est une dernière réalité qui va, dans le film, être percée à jour. Voilà. Et dans ce film-ci, on voit à chaque fois le même mécanisme dans Blade Runner. On voit le même mécanisme d'un homme, Harrison Ford, qui sait ou qui pense savoir ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, et un questionnement qui arrive au fur et à mesure du film et qui remet toujours en question ce sur quoi en fait il fonde sa vie. Il y en a un qui va lui demander, je crois que c'est Rachel qui lui demande, est-ce que vous êtes sûr de ne pas être un répliquant? Est-ce que vous avez essayé le test sur vous-même pour savoir ça? Et à partir de là, son monde s'effrite au fur et à mesure, et il finit à la fin par essayer de s'en extraire en faisant quelque chose d'inattendu. Le deuxième point important, du coup, c'est la quête de l'identité. Derrière la vision de l'artiste et de l'auteur, derrière cette interrogation du monde qui est autour de nous, on se demande un peu, on en vient à se demander quand on est personnage ou quand on est spectateur, on en vient à se demander pourquoi ce qui est dans le film, pourquoi ce ne serait pas moi? C'est-à-dire que par ce questionnement, l'auteur comme le réalisateur arrivent à interroger le spectateur sur sa propre identité et du coup à l'amener à réfléchir lui-même sur sa place dans la société et du coup sur qui il est. Et donc on voit un livre de 1966, publié en France je crois en 72, adapté en 82 en film, ce qui nous fait déjà 3 contextes différents, qui arrivent encore à l'heure actuelle à nous faire nous poser des questions en 2016, alors que l'intrigue rattrape la réalité, à nous faire poser des questions sur ce que l'on est. Le film il propose 2 parcours différents, on va dire, mais qui en même temps sont plus ou moins les mêmes. D'un côté on a Rick Deckard, Harrison Ford, et de l'autre côté on a
Rutger Hauer, je crois son nom, Benoît, tu me corriges si je me trompe, qui joue l'androïde. Les deux, il y en a un qui sait qu'il est un androïde et qui ne veut qu'une chose, c'est prolonger sa vie pour arriver à vivre comme un humain, et on en a un autre qui sait qu'il est humain et qui ne veut qu'une chose, c'est arrêter la vie d'androïde, et qui du coup, au fur et à mesure qu'il va avancer dans l'intrigue, va se poser la question, est-ce que moi aussi je suis un androïde? Est-ce que moi aussi ma vie elle s'arrête à la fin de la mission? Est-ce que voilà, à quoi je sers au final? Et donc du coup, c'est un effet de miroir qui se fait entre les deux personnages qui vont se rencontrer au point culminant du film, donc la fin. Et on a toute une morale qui se fait autour de ça, toute une crainte aussi. La crainte très américaine de la fin du monde, de la fin de la civilisation, de voilà à quoi on sert après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a après nous au final. Et c'est quelque chose auquel ni le réalisateur ni l'auteur ne répondent. C'est quelque chose qu'on doit se demander, qu'on doit se poser à nous-mêmes, et quelque chose qu'on doit comprendre nous-mêmes. Dans le film et dans le roman, on voit qu'il y a cette interrogation. C'est beaucoup plus présent dans le roman. Les androïdes, le titre du roman, c'est les androïdes reptiles de moutons électriques. Et donc il y a cette omniprésence de la vie en fait, de la vie animale, que du coup on a perdu. On voit dans le film, et c'est plus présent encore une fois dans le roman, que l'atmosphère est assez lourde, que tout est toujours sombre. Dans le roman, même exactement, c'est un roman post-atomique. C'est ça. Il y a eu une guerre atomique et la société s'est relevée des cendres, survit dans un monde qui est en partie irradié et il n'y a plus d'animaux en fait. Les animaux meurent. Et donc tout le principe dans le roman, c'est que chaque individu doit avoir en sa possession un animal vivant. Pour exister dans la société. Et pour faire survivre l'espèce. Et toute la question du personnage de Descartes dans le roman, c'est qu'il n'a pas les moyens de se payer un vrai mouton. Donc, il a un mouton artificiel. D'où le titre renversé, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques par rapport à cette question du rapport à la vie et à la mort. Parce que du coup, le personnage, lui, rêve d'avoir un vrai mouton pour pouvoir exister aux yeux de ses voisins qui lui disent « Ah, mais c'est un mouton électrique, ça vaut pas autant qu'un vrai, ça ne représente pas autant qu'un vrai. » Et du coup, lui a cette volonté d'exister à un niveau social en acquérant quelque chose qui prouverait justement qu'il peut se le payer. Comme aujourd'hui, on peut s'acheter un gros 4x4 en ville alors que ça ne sert à rien pour montrer, bah voilà, on a les moyens d'avoir un 4x4, c'est mon statut social. Et là, du coup, on a toute cette question qui est un peu éludée du film, mais qui revient en fait au niveau de la concurrence qui est faite dans le jeu de miroir entre le policier et l'androïde. Il y a une concurrence entre, au final, lequel des deux, dans ce monde post-atomique, dans ce monde voilà post-apocalyptique, lequel des deux est le mieux adapté pour survivre. Et donc, ne serait que de la longévité, on va dire. À la fin, c'est quand même l'androïde qui prend le pas sur l'humain, jusqu'à ce que l'humain s'en sorte, parce que bah, du coup, il vit plus longtemps. Et du coup, dans cette concurrence qui est mise en place dans le film ou dans le roman, on a toute une réflexion autour de l'émotion, qui est un contexte, qui est quelque chose qui est très actuel, encore une fois. On l'a vu après les attentats du mois de novembre, tout de suite l'émotion qui a pris le pas, l'émotion qui a amené la réaction, etc. Et donc du coup, c'est comment, face à quelque chose qui est froid, mécanique, barbare, on peut arriver, avec l'émotion, à s'en tirer. Et justement, à un moment donné, l'androïde dit à Descartes, mais ce que tu fais là, c'est complètement irrationnel. Parce que l'androïde ne peut pas, lui, admettre, comprendre, il n'est pas programmé pour penser l'irrationalité, il est programmé pour penser la rationalité tout simplement. Il est pas là pour comprendre les émotions, il est là pour comprendre des faits, des 0 et des 1. Voilà. Et donc la thématique du double qui schématise la crise d'identité de l'un comme de l'autre, en fait, elle est là pour exprimer le choix. On a toujours le choix de choisir si l'on veut être blanc, si l'on veut être noir dans nos actions. Et donc c'est ce choix que fait Rick Descartes à la fin, et c'est ce choix qui l'amène à exister au final par rapport à sa propre perception de lui. On attend de moi que je sois le bon flic qui obéit aux ordres, on me force à être comme ça,
Et en même temps, on ne me dit pas si effectivement je suis un androïde ou si je suis un humain, ou si je suis un humain, est-ce que je suis un humain qui est juste là pour être utile à quelque chose de plus grand, ou est-ce que je suis juste remplaçable et insignifiant? La preuve, au début du film, il avait démissionné et on l'avait remplacé par quelqu'un d'autre, celui qu'on voit dans la scène d'ouverture et qui se fait tirer dessus. Et c'est une fois que cette personne-là est hors jeu qu'on appelle l'autre, qu'on appelle celui qui est lui aussi remplaçable. Et donc c'est cette quête d'identité que Ridley Scott essaye de mettre en avant dans le film. Quand le film est sorti, il a suscité pas mal de réactions en 82. Il y avait, on va dire, plus ou moins deux camps dans l'opinion publique. Ceux qui disaient que justement il y avait une trahison du bouquin d'origine, parce que du coup on a décalé l'intrigue de 30 ans, on a éludé plein d'aspects, l'aspect religieux est absolument pas présent dans ce film. On en a exacerbé beaucoup d'autres, par exemple la sexualité, les sexualités alternatives. On voit deux hommes qui s'embrassent, on voit un homme qui fait, on le voit pas mais c'est suggéré, qui fait l'amour à un robot au final. Et du coup, toutes ces questions-là ont suscité de vives réactions, c'est-à-dire ceux qui disaient bah non, c'est un prolongement de l'œuvre originale, Ridley Scott a réussi à capter l'esprit de Philip K. Dick et du coup d'adapter quasiment 15 ans après la sortie du livre, d'adapter une histoire à un contexte nouveau. Et on a ceux qui pensent au contraire que justement il y a une trahison et que c'est pas une adaptation pure et que là il y a un problème. Là encore, je pense qu'il n'y a pas de, c'est encore un effet double. Hein. C'est quelque chose qui est volontaire. Il y a toute une fiction. Je finis juste ça. Toute une fiction qui s'est créée autour du film, notamment ce débat dans les fans qui a eu lieu pendant très longtemps, à savoir si Rick Deckard était oui ou non un répliquant. Il y a eu des magazines écrits à ce sujet, des documentaires réalisés à ce sujet, jusqu'à ce qu'un jour Ridley Scott y réponde en interview. Bon, après, si vous voulez avoir la réponse et vous gâcher le plaisir de la réflexion, vous pourrez la consulter sur le net, je vais pas vous la donner. Mais du coup, il y a cet aspect, encore une fois, dans le film, de volonté de mettre en miroir le personnage et son spectateur, le personnage et l'autre personnage, le contexte du film et le contexte du livre, le contexte à l'intérieur du film et le contexte à l'intérieur du film. Tout ça est en effet de miroir et tout ça est en effet de concurrence. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a en fait que des choses qui se cumulent. En tout cas, je pense que c'est la volonté de Ridley Scott, que des choses qui s'ajoutent pour arriver au résultat qu'on a là, c'est-à-dire la version définitive que Ridley Scott a montée, et qui nous propose de nous faire notre propre avis sur l'histoire de Philip K. Dick à l'origine, qui est a priori une histoire atemporelle puisqu'elle réussit à nous toucher encore et encore. Ça faisait longtemps, moi, je l'avais pas revu. Et là, je me suis fait un sorte de retour flash sur les années 80. Alors moi, à l'époque moi j'ai connu l'époque de la sortie du film, 82, j'avais 12-13 ans. Et pour ceux qui se souviennent aussi, le film avait vraiment un aura. C'est-à-dire au moment où il est sorti, c'était un film de science-fiction novateur, qui a frappé les esprits. Alors il y a eu débat, mais au niveau de son esthétique, ça a été un film extrêmement marquant, qui a amené voilà, un nouveau souffle dans la science-fiction. Et en même temps, en revoyant le film, j'y vois tous les codes des années 80 d'un point de vue esthétique. Le film est de 82, donc il est quand même placé, voilà, c'est à la sortie des années 70. Et il y a déjà toute l'esthétique visuelle, le néon, l'éclairage, typiquement ridleyrien, qui apparaît là, les costumes, la coiffure de la jeune femme au début. Il y a vraiment des marqueurs. Donc ça c'est assez étonnant. Et du coup, ça m'a, comment dire, en revoyant encore le film, j'y retrouve aussi plein d'autres aspects qui sont le côté vieil héritage. C'est-à-dire que le film en 82, il y en a certains qui l'ont vu. 82, faut vous dire que voilà, le film est novateur au niveau de l'esthétique, de la mise en image de cet univers. Et puis en même temps, le revoyant des années après, c'est une question de mise en perspective temporelle. Le film est extrêmement rétro-futuriste. Les immeubles, qui sont des vieux immeubles,
l'esthétique, le design est quand même plutôt rétro aujourd'hui, et il y a une sorte de mélange. Et donc, ce qui m'amène, moi, à mon terrain, Blade Runner, c'est 82, film très important. On va remonter un petit peu en avant, 1977, Star Wars. Star Wars est une date extrêmement importante dans l'histoire du cinéma, mais aussi dans l'histoire des codes de l'industrie culturelle américaine, parce que Star Wars, c'est le film qui revitalise un très vieux modèle de la culture américaine, qui est la science-fiction, le space opera. Et le space opera a été créé dans les années 1930 aux États-Unis, et ça a été un des marqueurs, un des éléments les plus importants donc, de la science-fiction américaine. Vous connaissez Flash Gordon, Buck Rogers, des éléments comme ça. Et donc il y a un héritage, il y a quelque chose qui s'est passé pendant l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 50, ce que nous on appelle donc l'âge d'or américain, qui a créé toute une série de modèles dans l'imagerie de la science-fiction. Et à partir de 77, alors il faudrait discuter du contexte des années 70 aux États-Unis, c'est la fin de la guerre du Vietnam, c'est les années Nixon, c'est le sentiment que la puissance américaine est en train de s'effondrer, économiquement, socialement, il y a la crise du pétrole en 1973, il y a tout un ensemble, voilà, c'est une décennie extrêmement turbulente. Et la science-fiction, par exemple, des années 70, au cinéma, je vous citerai Rollerball, Soleil Vert, La planète des singes, c'est une science-fiction extrêmement noire, extrêmement dystopique, et qui nous dépeint le monde de demain dans un monde extrêmement noir, et notamment post-apocalyptique. Et ça, c'est lié à la guerre froide, au choc atomique, au risque de la destruction atomique. Donc il y a une science-fiction très noire, très réaliste. Soleil Vert, c'est vraiment le meilleur exemple de la période. Et puis il y a George Lucas qui arrive en 77 avec Star Wars, et là tout d'un coup, il redonne vie à un vieux modèle, qui est le récit d'aventure. Le space opéra, le prince, la princesse, les héros, les méchants, les combats spatiaux, qui sont que des combats finalement de la littérature, par exemple maritime, du 18e, 19e. Donc on recrée des vieux modèles, mais la grande force de George Lucas, c'est qu'il a réactualisé l'esthétique. Quand je parle d'esthétique, c'est ce qu'on voit à l'image, hein, on est d'accord? Et que le personnage de Dark Vador, c'est un personnage qui est inspiré d'un méchant dans un serial. Donc le serial, c'est l'ancêtre de la série télé pendant l'entre-deux-guerres aux États-Unis. C'était des épisodes qui étaient diffusés au début avant un film. Et donc il y avait 7 ans, 12 épisodes généralement. Donc George Lucas, il allait puiser dans tout un héritage très ancien et il redonne vie à un modèle. Mais simplement, il réactualise l'esthétique. D'accord? Donc tout ce qui est, voilà, les vaisseaux, tout ça, et ça fonctionne. Pour vous donner un exemple, ça va déclencher une vague de films de space opéra à la fin des années 70, notamment marqués par Buck Rogers au cinéma, en série télé, et aussi par le fameux Flash Gordon. Vous avez peut-être vu. Flash Gordon, il est de 80, et le choix des producteurs, par contre, c'est de reproduire à l'identique l'esthétique années 30 de Flash Gordon, dans un film des années 80, quoi, fin années 70. Et le film est un échec. C'est un plantage économique, parce que le public n'a pas envie de voir quelque chose qui est vieux, il a envie de voir quelque chose qui est, à la rigueur, vieux dans ses thématiques, mais neuf au niveau de son image. D'où le succès de Star Wars, et aussi notamment le succès, toujours George Lucas Spielberg, de Indiana Jones, qui ne fait que reproduire les modèles de récits d'aventure des années 30. Et alors, à partir de 77, et je vais aller jusqu'en 86, ça va être une période où en fait la science-fiction américaine, l'imaginaire futuriste américain, va se régénérer en reproduisant des vieilles recettes, mais en lui redonnant un coup de modernité au niveau de son image. Donc je vous ai parlé de Star Wars, mais il y aura en 79 Alien, parce que Alien ne fait que reproduire les récits, notamment au cinéma des années 50, avec les films de monstres extraterrestres qui viennent attaquer la Terre. Là on est dans un renversement, on est aussi dans une... on redynamise le mythe donc de l'alien belliqueux. 79, vous avez Mad Max. Alors, je mets toujours 79, le premier, et le deuxième, 81, parce qu'il y a un passage, c'est qu'on passe de l'anticipation au post-apocalyptique. Mais là aussi, Mad Max, lui, il arrive, en fait, il est le personnage, l'archétype de la fiction post-apo, mais arrivé à maturité. Alors ça, c'est une longue histoire.
mais le héros, l'archétype du héros post-apocalyptique a une progression à partir de 45 dans la fiction américaine, et Mad Max en est l'aboutissement. Et du coup, il redynamise le film avec aussi ses maraudeurs équipés en punk, avec véhicules à moteur. Il redynamise en fait une vieille littérature, donc la littérature post-apo, donc il donne aussi un coup de nouveauté. 82, c'est Blade Runner. Blade Runner, lui, va en fait redynamiser toute l'anticipation futuriste, et notamment, vous avez forcément vu là des références à Metropolis de Fritz Lang, qui est 1926. Ça a toujours été clair, annoncé. L'immeuble de la police, quand Descartes se pose au début, c'est un des immeubles de Metropolis. Donc, Blade Runner, à travers, à l'époque, une imagerie qui apparaît extrêmement moderne, presque clinquante, ne fait que reproduire des vieux modèles. Et j'irai jusqu'en 86 avec Terminator. Parce que Terminator redynamise en fait le mythe du robot et donc de la guerre homme-machine. Et donc, en l'espace de 10 ans, la science-fiction américaine va créer comme ça des grands pôles redynamise. Et moi, ce qui m'intéresse ici par rapport à Blade Runner, si je pouvais avoir de l'eau. Ce qui est intéressant dans Blade Runner, donc je vous ai parlé de Metropolis. Donc le film est de 82. Ce film-là, en fait, comment dire, il est à l'origine d'une esthétique, ce qu'on appelle l'esthétique cyberpunk. L'esthétique cyberpunk que vous voyez dans ce film, c'est la cité gratte-ciel, où l'urbain domine complètement, où la nature a disparu. Ce sont les grandes corporations, les multinationales, qui contrôlent. Donc ici, c'est la taille réelle. Vous avez le héros, anti-héros, qui peut être soit rebelle, soit relevant de l'ordre, donc le personnage de Descartes. Vous avez aussi, par exemple, l'archétype, là, quand il y a la séquence où les Nexus viennent voir le savant chinois qui est dans son laboratoire, un peu à moitié clandestin. Ça, c'est une image très forte qu'on retrouve dans le cyberpunk. Donc voilà, là, il pose des jalons. Le cyberpunk, pour revenir, c'est une littérature, au départ, américaine, qui est née au début des années 80. Et le cyberpunk, c'est simplement imaginer le monde, à l'époque, le monde de demain, en introduisant plusieurs éléments, qui est notamment l'élément de l'Internet, du réseau, du hacker, de l'homme connecté. Et le cyberpunk, c'est aussi les villes gratte-ciel, ce sont aussi les corporations, donc ce sont tous ces éléments qu'on retrouve dans ce film. Mais ce film n'est pas en lien direct avec le cyberpunk, il se crée au même moment. Et il s'avère que la première nouvelle cyberpunk s'appelle Johnny Mnemonic, de William Gibson, qui est de 81, 82, 82, parce que c'est l'autre nouvelle qui est 81. Donc 82, Johnny Mnemonic, c'est la première nouvelle dite cyberpunk, et la même année sort Blade Runner. Et donc, d'un côté un film de science-fiction qui redynamise, remodernise une imagerie ancienne, plus les thématiques cyberpunk en littérature, hop, on crée une fusion, ça donne l'esthétique cyberpunk. Le premier film, on va dire vraiment cyberpunk, c'est Tron, le film de Disney qui se passe dans une machine virtuelle qui est de 81. C'est pour vous dire qu'à un moment, voilà, au début des années 80, se passe quelque chose dans l'imaginaire, dans la science-fiction américaine. Concevoir le monde de demain. Mais à la même époque, aux États-Unis, se crée aussi un autre courant qui s'appelle le rétrofuturisme. Et autant le cyberpunk, c'est on va dire l'anticipation, c'est-à-dire imaginons ce que sera le monde de demain. Le rétrofuturisme, c'est une exploration donc de ce que j'appelais le passé du futur. C'est-à-dire que le rétrofuturisme, dans une définition très très large, elle a deux aspects, deux volets. C'est le travail d'exploration, on va dire, historique, qui est d'aller puiser dans tous les héritages de l'entre-deux-guerres, donc le fameux âge d'or de la science-fiction américaine, et d'aller collecter tout ce qui se fabriquait à l'époque. C'est-à-dire, par exemple, les couvertures de revues scientifiques qui nous montraient à quoi le monde de demain ressemblerait vu des années 30. Et donc, il y a un travail mémoriel qui est fait là-dessus. Et à côté de ça, il y a des auteurs, donc, qui sont des scénaristes ou des cinéastes, ou des auteurs de bandes dessinées ou des romanciers, qui puisent dans cette matière et qui créent une métafiction. C'est-à-dire qu'ils vont, le meilleur exemple, c'est on va prendre la Ligue des Gentlemen de Alan Moore. Alan Moore, scénariste anglais, il a simplement repris Mr. Jekyll et Mr. Hyde
Capitaine Nemo, tous les personnages de la littérature fantastique du 19e, et il les a intégrés dans un même récit, dans une métafiction, et on crée une ligue extraordinaire qui est constituée des héros de la littérature populaire du 19e. Et pour l'auteur, donc, c'est revisiter tout l'héritage culturel du 19e siècle, à travers sa fiction populaire. C'est ça le rétrofuturisme. Et ce qui est intéressant au début des années 80, et ça c'est ce film-là, on est, comment dire, purement l'illustration, de nous montrer comment un film arrive à projeter une réflexion sur le futur, tout en utilisant tout ce qui est ancien. Parce que, au niveau culturel, parce que au niveau de la filiation des récits, des thématiques, rien n'apparaît nex nihilo, tout a une histoire. Et par exemple, toute la réflexion du rétrofuturisme au début des années 80 aux États-Unis, c'est-à-dire c'est un artiste critique qui a créé le terme, qui a formulé le terme, justement, il était en conflit avec les milieux culturels américains de l'époque, qui avaient toujours l'idée de faire la nouveauté et de dire le passé, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas, on s'en débarrasse. Et lui, justement, défendait l'idée que toute nouveauté existe parce qu'il y a quelque chose d'autre qui a existé avant. Pour prendre un petit exemple, une parenthèse, Hayao Miyazaki, parce que j'ai travaillé dessus, il a une dizaine de films à son compteur, plus des bandes dessinées et une série télé. Nous, le travail qu'on a fait avec Gaël, c'est de montrer que Miyazaki nous raconte toujours une seule histoire, mais faite de variations. Et donc le premier récit, c'est le brouillon de ce qui va devenir le dernier film. Donc on est, voilà, l'histoire du rétrofuturisme, ça peut être un petit peu ça. Et donc dans le film que vous avez vu ici, eh ben, d'un côté, on a une imagerie très clinquante qui nous amène aux années 80. Donc on est dans la modernité, on est aussi dans la modernité du propos. Et à côté de ça, quand vous jetez un œil sur ce qui est la ville en elle-même, c'est Métropolis qui a simplement été réhabillé à coups de néon et d'écrans publicitaires. Donc c'est intéressant ce travail-là. Et une autre petite parenthèse, c'est que William Gibson, qui est le père du cyberpunk, qui était le chef de file du courant dans les années 80, qui a écrit la première nouvelle, ce que je vous ai dit en 82 de Johnny Mnemonic. L'année précédente, il écrit une nouvelle qui s'appelle Gernsback Continuum. Et en fait, la nouvelle, elle raconte l'histoire d'un journaliste qui va mener une enquête pour en fait découvrir une ville futuriste du passé qui est glissée dans une sorte d'autre dimension et qui hante notre réalité présente. Et ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est que Gibson l'écrit pour couper le cordon ombilical avec tout l'héritage de la science-fiction passée, en disant ouais, c'est bon, moi, les vieux trucs des années 30, je m'en fous, ça m'intéresse pas, donc je vais vous écrire une nouvelle qui va tuer d'une certaine manière le père. Et l'année suivante, il fait le cyberpunk, donc quelque chose qui se propose radicalement novateur. Mais le paradoxe, c'est que la nouvelle Gernsback Continuum est devenue un classique, c'est-à-dire que c'est finalement devenu la recette de ce qui est devenu la fiction rétrofuturiste. Il y a l'idée justement de mélanger, de faire une métafiction, d'aller prendre tous les éléments du passé et de les intégrer dans une seule et même fiction. Le rétrofuturisme, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple? Est-ce que vous êtes allé voir le film Avril et le monde truqué, film d'animation? Je vous le conseille vivement, c'est d'après l'œuvre de Tardy, dessinateur, c'est steampunk, c'est vraiment voilà, typiquement rétrofuturiste, et voilà, après c'est le film. Mais bon, et du coup voilà, Blade Runner, c'est ce que je voulais essayer de vous dire, c'est vous montrer comment un film créé par un auteur qui va travailler d'après un roman se retrouve à intégrer donc le passé, à nous projeter dans le futur, à faire donc d'un côté du cyberpunk et à côté de l'autre un peu de rétrofuturisme, et c'est ce mélange-là. Et ce qui est intéressant dans ce bouillonnement américain au début des années 80, c'était tout ce processus de réactualiser des vieux modèles. Et Blade Runner, c'est reproduire des vieux modèles. Et aussi, point très important et à mon avis très novateur, et qui est aussi typique de l'état d'esprit américain, en particulier au début des années 80, c'est toutes les publicités sont essentiellement des japonaises. Et ça, en fait, c'est le grand trip américain, la grande, hantise américaine des années 80, au-delà de la guerre froide du méchant russe, c'était en fait la puissance japonaise. Et que dans la fiction, la science-fiction américaine des années 80, et notamment les fameux cyberpunk,
ont pris en compte le fait que la puissance montante, c'est l'Asie, et notamment le Japon. Parce que le Japon, effectivement, à la fin des années 70, début 80, s'est hissé comme deuxième puissance économique du monde, et qu'elle est en train de tout dévorer. Ce qui est intéressant avec le temps, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus tant le Japon, puisque le Japon est en déclin, mais c'est la Chine qui arrive. On est toujours dans la problématique asiatique. Mais voilà, Ridley Scott, alors parce que le cyberpunk, comme je vous ai dit, il est né en 82, toutes les nouvelles et tous les textes vont suivre derrière. Donc Blade Runner n'invente pas le cyberpunk, il participe au mouvement par rapport à la création de cette esthétique. Mais ils ont eu le nez creux avec cette histoire, voilà, de Japon, d'Asie, de jouer cette marque. Et ben ça annonce tout ce qui va se produire dans la fiction américaine des années 80. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le film Blade Runner, son esthétique, donc les grandes cités, les voitures qui volent. Alors les voitures qui volent, j'ai oublié d'en parler. Les voitures qui volent, c'est un vieux rêve fabriqué par par l'âge d'or américain de l'entre-deux-guerres. On imagine la voiture volante. Et on nous dit, à l'an 2000, la voiture volante sera là. Bon, il s'avère que la voiture volante n'est pas arrivée, on a été déçus. C'est ce qui explique notamment aussi la bonne vigueur du rétrofuturisme, mais ça c'est un autre débat, un autre sujet. Ce qui est intéressant ici, c'est donc que Blade Runner puise dans une esthétique ancienne, lui redonne un coup de peps, voilà, repeint le truc, et qu'aujourd'hui, cette esthétique-là que vous avez vue là dans ce film, c'est elle qui conditionne toute la fiction, ce que j'appelle moi la fiction post-cyber. C'est-à-dire tous les films actuels comme Total Recall, ou des séries télé comme Almost Human, tout ce qui traite, on va dire, de l'anticipation technophile, c'est-à-dire avec l'emploi de hackers, de robots, du réseau, de l'hyperconnexion, de tous les moyens technologiques, et ben cette fiction, aujourd'hui, elle continue à reproduire les mêmes schémas qui sont présentés dans Blade Runner. Pour vous dire l'importance de Blade Runner au niveau de son esthétique. C'est-à-dire qu'elle a forgé une esthétique, et depuis, on n'en est pas sorti. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, je regarde des séries ou des films, voilà, des années 2010, 2015, et on en est toujours dans le même modèle. On n'en est pas sorti, et c'est intéressant parce que Blade Runner est novateur à un moment, mais il est novateur parce qu'il va puiser dans un passé. Donc ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez aujourd'hui un film de science-fiction où vous allez retrouver les grandes tours, la corporation et ces éléments-là, ben ça renvoie à Blade Runner, mais Blade Runner renvoie à Metropolis. Ça vous permet d'avoir comme ça cette mise en perspective. Et là je dérape un peu, je dérive, mais j'accorde une très très grande importance à la notion de la mise en perspective. Aujourd'hui on est dans une société qui joue, comment dire, la rapidité. Il faut toujours être plus rapide que l'autre. Et au niveau de l'information, on ingurgite, mais on prend jamais de recul. Et que souvent, on va aborder un sujet en focalisant sur l'objet, mais en s'intéressant assez peu, justement, à cette mise en perspective historique. Si Blade Runner existe, parce qu'il a existé ça, ça, ça et ça avant. Et je trouve toujours intéressant qu'on puisse faire, au moins nous, un travail qui est de montrer justement cette filiation. Je fais encore une petite parenthèse, mais j'ai travaillé sur les zombies. Et l'histoire du zombie, et ben, c'est une histoire qui remonte aux années 1930, qui va même au-delà puisque ça appartient à la culture haïtienne. Et qu'en 80 ans, ben, il y a toute une histoire, que le zombie des années 50, c'est pas le zombie des années 80, et que le zombie des années 80 n'est pas celui des années 2000. Et quand on est confronté à une thématique ou une figure, c'est toujours intéressant d'aller se dire, ben, voilà, pourquoi ça sert à... Pourquoi lui, à ce moment-là, est arrivé, qu'est-ce qui le relie à son contexte. Donc Blade Runner est relié au contexte cyberpunk, à un changement d'époque, c'est les années Reagan. Il faut pas oublier que l'Amérique de l'époque, donc l'année Reagan, c'est justement revitaliser tous les vieux rêves de l'Amérique, puisque l'Amérique est considérée comme puissance en déclin dans les années 70. L'arrivée de Reagan, c'est quand même l'homme providentiel, celui qui est censé assurer la renaissance de la puissance américaine, ce qu'il va faire, et notamment en science-fiction, sur l'idée des vieux thèmes, des vieux mythes. Est-ce que vous vous souvenez des Jeux Olympiques en 84? Alors, Los Angeles, Jeux Olympiques en 84, et à côté de la tribune présidentielle, il y a un bonhomme qui va arriver avec un jetpack. C'est deux gros fusées, ça lui permet de voler. Et ben, ce qui est intéressant, c'est que le jetpack,
c'est un motif, un objet, qui a été créé, là aussi, dans la science-fiction de l'entre-deux-guerres, et qui était un des symboles de la modernité. L'idée que l'homme puisse s'envoler comme ça. Et ben en 82, quoi, en 84, cette histoire de Jeux Olympiques, c'est pas un hasard s'ils font déposer un type avec un jetpack devant le président, c'est juste pour expliquer à la nation que nous n'oublions pas nos vieux rêves, nous allons leur donner naissance, puisque l'Amérique est une nation qui se projette systématiquement en avant, mais simplement on redynamise et on remodernise le mythe. Donc ça se joue à un niveau, on va dire, politique, économique, culturel, et donc Blade Runner, ce film participe aussi à ce mouvement-là. C'est-à-dire redonner vie à des vieux modèles en lui donnant une nouvelle vie et tout en amenant un ensemble de thématiques et de problématiques qui sont liées à l'identité. Mais moi, ce qui m'intéresse là dans le film, c'est vraiment que vous avez un des étalons en termes d'imaginaire des années 80, il est là. Donc l'arrivée de la puissance asiatique, dans cette peur de concurrence, donc la cité, donc voilà, tous les éléments que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Ce film-là, c'est vraiment un étalon, un marqueur qui est vraiment incontournable. Et c'est vraiment marrant de le voir 20-30 ans plus tard, parce que j'y trouve justement un côté maintenant rétro-futuriste. Il y a les vieux immeubles, le matériel technologique est complètement dépassé, mais ça lui donne une patine. Et c'est vraiment intéressant, ce jeu comme ça, passé, présent, futur. Voilà. Merci bien. Et donc, pour conclure, comme Raphaël l'a très bien dit, la mise en perspective dans le film, elle est mise en exergue par l'extrême lenteur du propos. Je sais pas si vous avez remarqué, mais mon voisin de siège me le soulignait juste à la fin de la séance. Putain, c'est chiant, il m'a dit. C'est vrai parce que le film est long. Le film prend son temps de nous expliquer, et si on regarde à tête reposée des images du début du film, des plans du début du film et des plans à la fin du film, on a ce miroir qui se fait avec des plans où le personnage va se tenir à gauche d'une table, donc un espace vertical et un espace horizontal, et vers la fin du film, on va avoir l'inverse. On va avoir un espace vertical horizontal et un espace vertical à droite. Et donc cette mise en perspective de dire, voilà, ce plan-là, il existe parce qu'il y a le plan du début, c'est aussi au niveau cinématographique une façon de dire, voilà, on n'oublie pas ce qui s'est fait avant. À l'heure actuelle, Philippe K. Dick et donc les androïdes reptiles de moutons électriques, ou alors Ridley Scott et son Blade Runner sont encore beaucoup d'actualité, notamment parce que Ridley Scott a annoncé une suite à Blade Runner qui va sortir cette année ou l'année prochaine, je ne me souviens plus exactement. Donc revenir encore sur ces thèmes, sur ces thématiques, sur cette vieille histoire qu'il a priori pas fini de nous narrer. Et donc, si vous voulez aller plus loin, on peut le faire. Hein. Il y a des ouvrages qui sortent régulièrement. Alors bon, déjà, on vous en a beaucoup parlé. Blade Runner, une réédition a été faite avec une nouvelle traduction. Et à la fin, il y a une postface d'un auteur qui s'appelle Étienne Barillier, qui a beaucoup écrit sur Philippe K. Dick et qui justement reprend une partie des propos que je vous ai tenus dans la première partie de l'intervention. On a d'un autre côté, aux éditions ActuSF, un gros bouquin sur justement l'auteur Philippe K. Dick en tant que maître des illusions, comme on l'a dit, et en tant que créateur d'univers, mais qui renvoie directement au nôtre, c'est-à-dire en tant que critique de notre propre monde, qui contient beaucoup d'interviews traduites enfin et qui sont très intéressantes. Et pour revenir sur ce que disait Raphaël un petit peu avant, un ouvrage de Mike Davis, Au-delà de Blade Runner, donc l'imagination du désastre à travers Los Angeles. C'est un ouvrage qui justement nous replonge dans cet imaginaire post-apocalyptique qu'avait imaginé Philippe K. Dick et que Ridley Scott a tué pour décrire autrement l'enlisement de la société. Voilà, donc ça c'était juste pour aller plus loin si jamais ça vous intéresse. Et puis je crois qu'on a tout dit, on vous remercie beaucoup. Et puis si vous avez des questions, Raphaël est là pour y répondre. Merci.